La lumière tamisée de leur maison en Normandie peinait à dissiper l'ombre qui s'était abattue sur leur vie. Michel Onfray, l'homme de combat, le philosophe indomptable qui avait toujours défié les dogmes et les conventions, se trouvait ce jour-là face à une vérité qu'il ne pouvait ni contourner ni refuser d'affronter. Le diagnostic était tombé comme un coup près. Une maladie implacable s'était insidieusement infiltrée dans son corps, menaçant de le dérober à la vie qu'il chérissait tant. Son épouse, compagne de toujours, avait écouté les paroles du médecin avec un visage figé. Une chape de plomb s'était abattue sur elle, étouffant chaque respiration, chaque pensée rationnelle. Elle l'avait aimé dans les heures lumineuses de la gloire. Elle l'avait admiré dans les batailles intellectuelles qu'il menait avec la fougue d'un guerrier antique. Mais aujourd'hui, elle le voyait fragilisé par une fatalité cruelle et injuste. Ce fut un basculement foudroyant. Son esprit, submergé par l'angoisse et la colère, s'était fissuré sous le poids de cette sentence inacceptable. Dans les jours qui suivirent, elle oscilla entre détresse et frénésie. Les nuits devinrent des champs de bataille où elle luttait contre ses propres démons. Des cris sourds s'échappèrent parfois de ses lèvres, une supplique à l'univers, un déni désespéré face à une réalité qu'elle refusait d'accepter. Elle se mettait à errer sans but dans la maison, répétant inlassablement les mêmes phrases comme si leur récitation pouvait conjurer le mal qui rongeait son époux. Bien parfois, elle se jetait à ses pieds, l'étudiant du regard avec la frénésie d'une femme en proie à un amour dévorant et à la peur de l'irréversible. Michel Onfray, avec cette force qui était sienne, tenta de la rattraper, de l'ancrer à la réalité. Il ne craignait pas la mort. Il en avait tant parlé, il l'avait théorisé, démystifié, affronté dans ses réflexions philosophiques. Mais la voir sombrer, elle, cette femme qu'il aimait plus que son propre souffle, lui était insupportable. Avec sa voix grave et apaisante, il tenta de la raisonner, de la convaincre que, même si l'avenir semblait s'assombrir, ils devaient continuer à lutter ensemble, comme ils l'avaient toujours fait. Mais comment peut-on apaiser un ouragan de douleur et de folie ? Elle refusait d'entendre raison, rejetant toute tentative de consolation comme si l'accepter était trahir leur amour. Elle suppliait les cieux, maudissait le destin, implorait un miracle. « Tu ne peux pas partir, Michel. Tu es l'homme qui fait trembler les dogmes. Tu es l'icône de la liberté de penser, l'éclaireur des consciences. » s'écriait-elle dans des moments d'exaltation poignante. Et pourtant, au fil des semaines, dans cette tempête d'angoisse et de cris, un apaisement vint peu à peu se dessiner. Car Michel Onfray ne se laissait jamais abattre. S'il avait appris une chose en toute une vie de réflexion, c'était que l'existence devait être embrassée jusqu'à son dernier souffle. Il lui parlait longuement, lui racontait encore et encore leurs souvenirs, leurs voyages, leurs rires. Il voulait lui montrer que, même dans la perspective du pire, l'amour et la pensée pouvaient triompher. Un matin, alors qu'elle s'agenouillait devant lui, les yeux emplis de larmes et de chagrin, il lui prit doucement les mains et lui dit d'une voix ferme « Ne me pleure pas avant l'heure. Nous avons encore des jours à vivre, des nuits à partager, des mots à échanger. Je suis encore là. Je suis Michel Onfray et tant que mon esprit vibre, je refuse de me laisser détruire par la peur. » Ce fut une renaissance. Elle le regarda comme si elle le redécouvrait. Lui, le combattant, le penseur intraitable, était toujours debout. Et elle comprit qu'elle ne devait pas se laisser dévorer par la folie du désespoir. Elle l'embrassa avec une intensité déchirante, jurant de l'aimer jusqu'au dernier souffle, d'affronter l'inéluctable à ses côtés sans trembler. Tout a commencé lorsqu'il a commencé à ressentir des symptômes alarmants, une fatigue extrême, des douleurs persistantes et une perte d'énergie qui l'empêchait de se concentrer sur ses écrits et conférences. D'abord réticent à consulter, il finit par céder aux supplications de son entourage et entreprit une série d'examens médicaux. Ce qu'il craignait le plus se confirma rapidement. Un diagnostic implacable, une maladie incurable qui allait bouleverser à jamais sa vie. Lorsqu'il apprit la nouvelle, son monde s'effondra. Lui, l'homme qui avait défié les dogmes et repoussé les limites de la pensée conventionnelle, se retrouva soudainement face à une vérité qu'aucune philosophie ne pouvait atténuer. Sa propre finitude.
Mais le plus terrible ne fut pas l'annonce de la maladie elle-même, mais la réaction de sa femme. Profondément attachée à lui, elle n'a pas supporté cette nouvelle brutale. D'un tempérament déjà fragile, elle sombra dans une crise de panique incontrôlable. Les jours suivants furent un cauchemar. Elle parlait seule, refusait de manger, pleurait sans cesse. Peu à peu, elle perdit tout contact avec la réalité, comme si son esprit avait refusé d'accepter l'inévitable. Michel Onfray, malgré sa propre souffrance, tenta de la réconforter, mais en vain. La femme qu'il avait connue, forte et aimante, semblait disparaître sous ses yeux, prisonnière d'une douleur trop grande pour être exprimée. Les médecins furent appelés en urgence et le verdict tomba. Elle était en état de choc psychotique. Il fallut l'hospitaliser, la séparer de celui qu'elle aimait tant pour tenter de la stabiliser. Cette séparation fut un coup de poignard pour Michel Onfray. Lui qui se préparait déjà à affronter la maladie, devait maintenant endurer un chagrin encore plus cruel, voir la femme de sa vie sombrer dans la folie à cause de lui. Il se sentait coupable, impuissant, écrasé par le poids de la tragédie. Dans le silence de sa solitude, il revisita son passé, ses combats intellectuels, ses engagements, et se demanda si toute une vie de réflexion pouvait vraiment préparer un homme à de telles épreuves. La douleur qu'il ressentait n'avait rien d'abstrait, rien de philosophique. Elle était brute, violente, ancrée dans sa chair et son cœur. Il comprit alors que certaines souffrances dépassaient la raison, qu'aucun discours, aucun livre, aucun concept ne pouvait alléger la peine d'un homme qui voit son monde s'effondrer. Aujourd'hui, Michel Onfray vit avec cette douleur, ce vide immense laissé par l'absence de sa femme, enfermé dans un établissement psychiatrique, et par la certitude que le temps lui est compté. Il continue d'écrire, non pas pour chercher un sens à tout cela, mais parce que c'est la seule chose qui lui reste. Il sait qu'il ne peut plus la voir sourire, qu'il ne pourra plus entendre sa voix lui murmurer des mots tendres, et cette réalité est la plus cruelle de toutes. Né le 1er janvier 1959. Très tôt, il se détourne des sentiers balisés de la philosophie académique pour embrasser une pensée libre, affranchie des carcans institutionnels. Son parcours intellectuel est marqué par une volonté farouche d'émancipation. Diplômé de l'université de Caen, il choisit pourtant de renoncer à une carrière universitaire classique, préférant enseigner la philosophie dans un lycée technique pendant plus de 20 ans. Cette expérience nourrit son regard critique sur l'enseignement traditionnel, qu'il juge élitiste et déconnecté des réalités populaires. Déterminé à démocratiser la philosophie, il fonde en 2002 l'Université populaire de Caen, un lieu d'apprentissage libre et ouvert à tous, où il partage généreusement son savoir, en dehors des circuits académiques traditionnels. Philosophe prolifique, Michel Onfray est l'auteur de plus de 100 ouvrages couvrant des domaines aussi variés que l'hédonisme, l'athéisme, la politique, la psychanalyse et l'histoire des idées. Son engagement ne se limite pas aux sphères intellectuelles. Esprit frondeur, il intervient régulièrement dans le débat public, critiquant sans concession les dérives du pouvoir, qu'ils soient politiques, religieux ou médiatiques. Son regard acéré sur l'actualité en fait un intellectuel engagé, souvent à contre-courant des discours dominants. Tantôt admiré, tantôt vilipendé, il demeure inébranlable dans sa mission de pensée libre, refusant tout alignement partisan. Au-delà de ses prises de position tranchantes, ce qui fascine chez Michel Onfray, c'est son humanisme vibrant. Son combat pour une philosophie incarnée, accessible à tous, résonne comme un acte de générosité intellectuelle. Il nous rappelle que penser, c'est avant tout un acte de liberté, une insoumission créatrice face aux dogmes et aux vérités imposées. Son œuvre immense, son audace et son insatiable curiosité font de lui l'une des figures philosophiques les plus marquantes de notre temps, un phare pour tous ceux qui refusent de se soumettre au carcan de la pensée unique. La vie est parfois cruelle et personne ne peut prédire les épreuves qu'elle nous réserve. Imaginez l'angoisse insupportable d'une femme qui apprend que son mari, l'homme qu'elle aime depuis tant d'années, est condamné par une maladie implacable. C'est ce qui est arrivé à l'épouse de Michel Onfray, qui, incapable de supporter la douleur de cette annonce, a sombré dans une détresse profonde, au point de perdre pied avec la réalité. Son amour pour lui était si intense que la brutalité du diagnostic l'a brisé. Aujourd'hui, elle a besoin de notre compassion,
de notre compréhension. Nous devons l'entourer de bienveillance, car elle traverse une souffrance que peu peuvent imaginer. Plutôt que de la juger, tendons-lui la main. Rappelons-lui qu'elle n'est pas seule. L'amour véritable ne se limite pas aux jours heureux, il se révèle dans les moments les plus sombres. Soyons humains, soyons solidaires, car demain ce pourrait être nous à sa place. Spécifiques sont des collègues qui ne vont pas passer par les INSPE et par les formations académiques, qui vont apprendre avec nous. Et là, c'est tout le travail avec les corps d'inspection qui va être vraiment important. Quelqu'un qui était dans l'entreprise, qui devient un professeur d'éco-gestion, c'est un vrai changement de monde, changement de métier. Et donc là, tout cet accompagnement-là qui est de proximité, il va être essentiel. Et c'est aussi tout l'objet du travail qu'on a avec les corps d'inspection. Monsieur Cattiot le disait, dans la relation de proximité, on a aussi à faire tomber les étiquettes sur les inspecteurs qui n'est pas que celui qui inspecte, qui vient... Quand j'étais au collège, il y avait l'inspecteur qui venait dans le fond de la classe, et si on était sage, on avait des chocolats. Donc c'est pas que ça, un inspecteur. C'est aussi la personne qui va accompagner, qui va donner des clés, qui va donner des ressources, qui va mettre en contact, qui va créer des liens. Et